Bonjour à tous. Alors bienvenue pour ce webinaire consacré au fonds daté que nous allons faire avec Kevin Gamero, donc le gérant analyste chez Sony Asset Management des deux fonds Sony Opportunité et Sony Opportunité 2022+. L'idée de ce webinaire, il va durer une petite trentaine de minutes. Évidemment, n'hésitez pas à nous poser l'ensemble de vos questions, on y répondra soit au cours du direct ou un peu en différé si toutefois on avait beaucoup de questions. Vous êtes déjà très nombreux, donc merci beaucoup de nous accompagner à nouveau sur cette séquence de webinaire qui attire de plus en plus de personnes. Donc, ça doit plaire véritablement aux gens qui travaillent avec nous. Donc, l'idée qu'on va passer ensemble, on va refaire un tour d'actualité, bien évidemment, sur ce qui se passe sur les marchés obligataires et d'avoir un tour un peu plus précis sur ce qui se passe sur nos deux fonds datés. Donc, j'interviendrai avec Kevin sur cette partie-là. Alors déjà, un premier élément important qui est un peu le constat de départ pour voir un petit peu où on en est sur les fonds datés et donc la force du portage obligataire. Quelques rappels qu'on va vous apporter. Le constat de départ, il y en a plusieurs. Les premiers, c'est qu'aujourd'hui, et Kevin en parlera tout à l'heure également, on est sur des marchés qui sont en mode totalement administré. Ça vous aura pas échappé, on a vu que les actions concertées à la fois des États et des banques centrales suite à la crise qu'on est en train de vivre sont très importants. Et donc, il y a des éléments qui sont importants aujourd'hui, à la fois des banques centrales, des rendements qui sont structurellement plutôt faibles, et surtout, on s'aperçoit également qu'il y a des pics de plus en plus récurrents en termes de volatilité. Et donc, ce constat-là, c'est un point de départ important pour construire des solutions que l'on aime bien chez Sony, qui sont les solutions de portage obligataire. Alors, l'autre pendant de ce qui se passe sur la partie marché, c'est ce qui se passe sur la partie client. On s'aperçoit que les besoins exprimés par les investisseurs, a fortiori quand on vit des moments très compliqués comme on les vit aujourd'hui, sont peut-être tout le temps les mêmes. Il y a une recherche forte de simplicité. Et cette prime à la simplicité, c'est un élément qui est fondamentalement important quand on vit des moments très compliqués. Les gens cherchent également de la lisibilité, c'est très associé avec cette notion de simplicité. Et puis, ils veulent mesurer le risque qu'ils prennent et comprendre également dans quelle durée ils vont être capables d'investir. Donc, cette notion de simplicité, liquidité, mesure du risque et sur quelle durée je suis capable d'investir pour quel niveau de rémunération sont des éléments qui sont de nature à rassurer les clients dans un environnement qui peut être anxiogène pour certains d'entre eux. Donc ça, ce sont des points qui sont très importants. Après, la notion de portage obligataire, et on y répondra tout à l'heure avec toute l'expertise de Kevin, c'est une solution qui sied bien à ces notions de simplicité, liquidité, de mesure du risque et de durée. C'est l'ADN de Sony depuis 2009, c'est un vrai savoir-faire qu'on a chez nous. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne pose plus la question de savoir est-ce qu'on est légitime à faire ce type de fonds ou pas. Ça nous semble être totalement dans l'ADN de la maison. Et l'idée du moment, bien évidemment, c'est d'être capable, au travers de ces fonds datés, de saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. Et ces opportunités avec une attention très particulière, et c'est là où tout le savoir-faire de Kevin va avoir son importance, sur la sélection des titres. Et aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, et avec la connaissance que l'on a de l'univers dans lequel on est, la notion de connaissance des titres et des obliges dans lesquels on va investir, c'est un élément qui est fondamentalement important. Donc ça, c'est le constat de départ que l'on a fait. Ensuite, quelques rappels sur comment ça fonctionne un fonds daté. Alors, le principe, il est assez basique. C'est d'acheter des obligations pour le rendement qu'elles procurent. Donc ça, c'est le premier point. De les conserver jusqu'à leur maturité et de régulièrement, comme c'est le cas d'une obligation, d'encaisser les coupons. Donc ça, c'est le principe général. Quand on veut rentrer un petit peu plus dans le détail, l'objectif, bien évidemment, c'est d'aller au remboursement, de récupérer son capital et le risque pris, et on y reviendra tout à l'heure, le risque pris, bien évidemment, c'est le défaut potentiel de l'émetteur. Donc ça, c'est l'univers, le principe et les objectifs. Ensuite, quels sont les avantages de ce portage obligataire? On l'a un peu dit tout à l'heure quand on parlait des besoins des clients. On s'aperçoit que les avantages majeurs, c'est le résultat connu à l'avance en termes de durée et de taux, hors défaut bien évidemment de l'émetteur, et la lisibilité à la fois sur le rendement et sur l'horizon de temps qui effectivement limite très 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 largement le stress que peuvent avoir les clients concernant la valeur liquidative. Alors après, bien évidemment, cette notion de temps, elle est fondamentale, et évidemment, avoir des fonds sur des durées très longues ou sur des durées très courtes, n'apporte pas la même chose aux clients, n'apporte pas la même chose non plus en termes de risque, ni en termes de visibilité, et c'est tout ce qu'on va vous expliquer au travers de ce webinaire. Alors, une fois que cette introduction que j'ai faite volontairement courte est passée, je vais évidemment passer la main à Kevin sur ces questions qu'on nous pose
régulièrement sur des fonds datés. La première, c'est est-ce que c'est le bon timing, ou en tout cas, est-ce qu'il y a un timing pour lancer des fonds datés? Donc, Kevin, je pense que c'est le premier sujet qu'on peut aborder, c'est est-ce que c'est le bon timing ou pas? Est-ce qu'il y a un timing ou pas? Alors, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis ravi d'être avec vous ce matin. Alors, est-ce que c'est le bon timing? C'est une question tout à fait légitime à se poser, surtout après les événements que nous avons connus depuis mi-février. Si on reste factuel et qu'on regarde les niveaux de rémunération que l'on peut aujourd'hui avoir sur le crédit d'entreprise, et qu'on s'intéresse plus particulièrement à l'investment grade, on constate que les niveaux de rendement aujourd'hui sont de l'ordre de 1 de rendement sur l'investment grade, ce qui est à peu près 0,40% de rendement en plus par rapport à ce que l'on pouvait trouver avant la crise. Et quand on regarde les niveaux de rendement sur le haut rendement, sur le high yield, on est aujourd'hui autour de 5,20% de rendement. C'est à peu près 150 points de base au-dessus des niveaux de rendement que l'on avait en début d'année. Si on zoome sur le haut rendement et qu'on regarde un peu plus précisément sur les différents compartiments du haut rendement, je voudrais mettre en exergue deux éléments très importants sur ce slide. Le premier concerne les double B, qui aujourd'hui rémunèrent l'investisseur aux alentours de 3,73% de rendement sur du double B, ce qui nous semble être quand même des niveaux de rendement très attractifs au regard de l'environnement économique qui est un peu moins visible et au regard des taux de défaut sur le compartiment des double B qui sera probablement limité. Donc 3,73% de rendement, ça fait beaucoup de sens sur du double B. Et ça, c'est le premier élément. Et si on regarde le deuxième élément et qu'on s'intéresse aux émetteurs notés single B ou moins, l'élément que je voudrais évoquer aujourd'hui, c'est le besoin vital de trier le bon grain de livret. Alors, je m'explique. Dans le single B et dans les triple C, il va y avoir probablement des défauts. Ça fait aucun doute. Néanmoins, il y a encore beaucoup de réserves de performance à aller capter sur ces deux catégories de rating. Et on pense que aujourd'hui, le métier de gérant, on va revenir au basique en fait. C'est-à-dire qu'on va devoir se remettre à éplucher les comptes de résultats et les structures bilancielles de chaque entreprise pour essayer de détecter où est-ce que l'on peut trouver de la valeur ajoutée dans ces entreprises qui rémunèrent effectivement en affichage des taux très attractifs, mais dans lequel il faut être très, très sélectif. Donc, ça, c'était mon deuxième point que je voulais mettre en exergue. Donc, est-ce que c'est le bon timing? Globalement, oui. Il y a des primes de risque qui nous paraissent attrayantes et qui semblent quand même rémunérer à la fois un environnement économique qui sera déprimé ou en tout cas qui va mettre du temps à retrouver les couleurs d'autant et une remontée probable des taux de défaut. Alors, les taux de défaut, alors, pour vous donner un référentiel, avant la crise, on était sur des taux de défaut en Europe qui s'élevaient aux alentours de 2,5% de rendement. Les plus pessimistes aujourd'hui nous indiquent que les taux de défaut devraient remonter entre 12 et 15%. Nous, on pense que les taux de défaut vont se situer sans doute entre 6 et 8% de taux de défaut cette année. Alors, pourquoi on pense ça? Pourquoi on pense que les taux de défaut ne vont pas exploser à la hausse? La première raison, c'est que les banquiers centraux réadministrent de nouveau les marchés financiers. Alors, Christophe en a touché un mot en préambule. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Fed aux États-Unis n'a pas hésité une seule seconde en mars à baisser ses taux directeurs et à réinjecter de la liquidité dans le système économique pour que ça se diffuse dans le tissu économique. Et en Europe, on n'est pas en reste puisque la Banque centrale européenne, alors elle n'a pas baissé les taux puisqu'ils étaient déjà fondamentalement très bas, mais par contre, elle a augmenté le programme de CSPP, qui est un programme qui avait été mis en place il y a quelques années. Et elle a également mis en place un programme d'achat d'urgence pandémique, le fameux PEPP, pour un montant de 1,35
trillions d'euros. Donc, des injections massives de liquidités qui, en plus, sont intervenues concomitamment à un travail de la part des gouvernements qui a été assez rapide, je dois dire, et assez important. Typiquement, on vous met ici les exemples de l'Allemagne et de la France qui ont été deux pays à mettre en place des mesures de soutien pour les entreprises locales. On a l'Allemagne qui a mis 500 milliards de garanties de prêts aux entreprises. Et puis, on a la France qui, elle, n'a pas hésité à mettre en place des reports de taxes ou bien des garanties de prêts aux entreprises. Donc, si vous voulez, oui, il va y avoir des taux de défaut qui vont remonter. Ça ne fait pas trop de doute. Maintenant, on pense que ça va être contenu parce que les banquiers centraux et les gouvernements, si vous voulez, reprennent un petit peu la barre en réinjectant de la liquidité dans les marchés et dans le tissu économique. Alors, la conséquence de tout ça, c'est effectivement, on sait que les banquiers centraux vont intervenir au moins jusqu'en 2022 et donc on se dit que au moins jusqu'en 2022, les marchés financiers vont être sous perfusion et donc on pense qu'il est quand même beaucoup plus confortable d'être positionné sur des maturités courtes, là où on a une visibilité sur la génération de cash et là où on a une visibilité quand même sur les niveaux de trésorerie. Et donc, dans un environnement de contexte, enfin dans un environnement de marché globalement peu lisible, on est très confortable à être positionné sur des maturités courtes comme du 2022. Alors Kevin, pour aller un peu plus dans le détail sur la spécificité exactement de ce qu'on fait et sur notre univers d'investissement, est-ce que tu peux un peu détailler l'univers dans lequel on évolue aujourd'hui, le nombre de sociétés qui nous intéressent, quelles sont un peu leurs caractéristiques, c'est quoi un peu les canons de beauté qui nous animent quand on choisit un dossier aujourd'hui obligataire? Oui, effectivement. Alors, si vous voulez, nous, on a une réflexion en entonnoir, en fait. C'est-à-dire qu'on a un univers global de 400 sociétés que l'on suit de manière trimestrielle dans le cadre de leur présentation de résultats et que l'on suit également au quotidien avec les news flows inhérents à chaque société. Donc, l'ADN commun de ces 400 sociétés, si vous voulez, c'est que la majorité d'entre elles présentent des positions dominantes quand même dans leur marché. On a une certaine visibilité sur la position en trésorerie qu'elles disposent, sur la génération de cash également. On est sur des sociétés qui ont des dettes obligataires de taille relativement bonne. On parle de souches présentant un encours moyen de 600 millions d'euros. Donc ça nous semble être suffisamment important pour assurer la liquidité. Et puis la principale caractéristique de toutes ces sociétés qu'on a en base de données, c'est qu'elles présentent un couple rendement-risque qui se veut être attractif, en tout cas que nous jugeons comme tel. C'est ce qu'on appelle la dissymétrie du risque, le gain escompté par rapport à la perte potentielle. Et là-dessus, une fois qu'on a cette base de données, on va appliquer des filtres. Alors ça peut être des filtres sectoriels ou des filtres pays en fonction du modelage que l'on veut faire dans les portefeuilles et des investissements que l'on souhaite mettre en place dans ces fonds. Alors oui, l'info en plus, c'est que si vous voulez, quand on lance des fonds obligataires chez Sony AM, on va réfléchir toujours à peu près de la même manière au démarrage, c'est-à-dire qu'on va investir, si vous voulez, au gré des évolutions de marché, mais on va également accompagner les encours des fonds. C'est-à-dire qu'au départ, on va investir des dossiers qui se veulent très, très solides. On va rentrer vraiment les plus beaux, les actifs les plus solides, les plus beaux. Et puis, au fur et à mesure que les encours progressent, on va donner la granularité au portefeuille en rentrant la colonne vertébrale qu'on avait imaginée au départ. Alors justement, pour rentrer un peu avant dans le détail des émetteurs, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une vision comme on a volontairement lancé deux fonds, un 2022 et un 2022+, est-ce que tu peux nous donner un petit peu en tout cas l'objectif de composition des deux fonds pour qu'on comprenne bien la différence de calibrage de risque entre les deux univers? Oui, absolument. À l'origine des fonds, quand on les a imaginés au départ, on s'est dit, bon, OK, on lance une offre duale et on va, dans un premier temps,
lancer un fonds qui se voudra très défensif, hein, donc c'est le Sony Opportunité de 2022. Et la réflexion de départ était de dire, bon, bah, dans ce fonds qui se veut très défensif, on va mettre un socle très solide d'investment grade ou de maison mère notée investment grade pour l'essentiel de l'actif. Donc, au départ, on avait dit, bon, bah voilà, on va mettre la moitié des encours de Sony Opportunité 2022 dans des boîtes IG. Et on va aller chercher très peu de dossiers dans les catégories single B ou moins. On va pas en mettre plus que 20%. Et l'objectif final de cette composition était de délivrer voilà, une performance nette autour de 2%. Ça, c'est la manière dont on a imaginé le produit Sony Opportunité 2022. Et puis, on s'est dit, bon, bah, on peut lancer l'autre pendant, Sony Opportunité 2022+, où là, on va rentrer des fondations hein, pour 20% du portefeuille sur de la maison mère investment grade. Et puis, à côté de ça, on va aller chercher des sur la méthode du bond picking, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des dossiers, on va faire de la vraie sélection de dossiers, si vous voulez. On va aller chercher des dossiers dans l'univers des B ou des triple C qu'on connaît bien, sur lesquels on travaille depuis plusieurs années et qui nous paraissent présenter des couples rendement-risque qui sont jugés comme étant très attractifs, ce qui explique en fait que à l'origine, on avait dit, bon, bah voilà, on va mettre à peu près un peu plus d'un tiers du portefeuille sur des émetteurs notés B et triple C. Un gros socle très solide d'IG 20%, et puis le reste sur des émetteurs double B qui nous semblent présenter également un risque spécifique limité avec une rémunération intéressante. L'objectif final quand même de Sony Opportunité 2022 plus, c'était de rapporter un peu plus de rémunération, et donc là, on est sur des niveaux de rendement aux alentours de 5% à échéance. Alors, l'idée maintenant, c'est évidemment, on va vous donner tout à l'heure, en fin de présentation, quelques exemples de typologies de sociétés précises dans lesquelles on est. Ce que je voudrais, c'est qu'on fasse un point à date. Alors, vous l'avez compris, hein, les deux fonds ont une période de souscription qui s'étend jusqu'au 31 juillet donc, de cette année, donc il reste un mois. Donc, l'idée, c'était aussi de faire un point à date de finalement où on en est, il y a quoi dedans sur les deux fonds, combien de lignes ont été investies, sur quelle typologie de signature, sur quel pays, qu'on ait une vision un peu globale de là où on en est aujourd'hui avant, entre guillemets, la dernière ligne droite. Oui, alors il y a quoi dedans? Bah, on va regarder en premier dans Sony Opportunité 2022. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a 42 lignes obligataires qui sont investies dans le portefeuille, hein, ça c'est à date. Sur ces 42 lignes obligataires, eh ben, quand on regarde la ventilation par rating, on s'aperçoit que on fait ce qu'on avait imaginé au départ. Hein. Donc, on a un gros socle d'investment grade. On a aujourd'hui 30% de titres notés IG. Et d'ailleurs, on va même jusqu'à 45% de pondération si on tient compte du prisme des maisons mères qui sont notées en investment grade. Donc, un gros socle très solide et on a une exposition relativement limitée sur les émetteurs B et triple C qui représentent aujourd'hui à peu près 15% de l'exposition de Sony Opportunité 2022. Quand on regarde désormais le breakdown par nature de sous-jacent, on s'aperçoit qu'on a la majeure partie du fonds qui est exposé sur des hybrides corporate. Alors pourquoi on investit sur des hybrides corporate? Parce que ce sont des titres qui sont subordonnés par nature, mais qui sont subordonnés dans des émetteurs dits de très bonne qualité, sur lesquels le risque de défaut n'est pas réellement un sujet. Et donc, on va capter ce supplément de rémunération en allant investir sur des hybrides corporate avec des facteurs techniques, et on y reviendra dans les exemples, des facteurs techniques qui nous sécurisent parce qu'on a une probabilité très forte de rappel au call. Donc ça, c'est pour la majorité du portefeuille, 53% sur des hybrides. On a une exposition limitée sur des convertibles et puis le reste est investi sur des obligations classiques. Quand on regarde maintenant la répartition par pays, on s'aperçoit que dans Sony Opportunité 2022, on a une exposition assez marquée en France et en Allemagne. Hein, ça représente 50% du fonds. Alors, il y a deux explications à cela. La première, c'est que le gisement européen
est très fourni sur ces deux zones géographiques. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, lorsque je vous exposais tout à l'heure la réaction rapide et massive des gouvernements, on a vu que l'Allemagne et la France n'avaient pas hésité à mettre plusieurs milliards sur la table et à ouvrir leur budget pour soutenir le tissu économique local. Et donc, on pense que c'est aujourd'hui, avoir une exposition sur ces deux pays, c'est un moyen intelligent et pertinent de s'exposer à ces mesures très accommodantes qui sont offertes par les gouvernements. Et enfin, quand on regarde par secteur, on a 23% du portefeuille à date qui est investi sur de la consommation non cyclique, donc qui se veut par nature très défensive. On a ensuite une exposition dans les télécommunications, donc un secteur où on a quand même une bonne visibilité sur la génération de cash et une exposition sur un secteur qui, malgré le Covid, a plutôt bien tenu. Et on a également une exposition pour un peu plus de 13% de l'actif sur des utilities, sur un peu le même raisonnement, c'est-à-dire la pérennité et la récurrence des cash flows de l'activité. De Sunny Opportunité 2022+, alors il y a quoi dedans aujourd'hui? Il y a 43 lignes obligataires à date et on est à peu près sur la ventilation par rating qu'on avait imaginé au départ, c'est-à-dire un socle très solide d'investment grade. On a 15% d'IG, de titres IG aujourd'hui, même 27% si on intègre les maisons mères en IG. Et puis, on s'aperçoit que la philosophie de bond picking qu'on vous a présentée tout à l'heure, elle se retrouve bien dans ce Sunny Opportunité 2022+, puisqu'on a grosso modo 40% de l'actif qui est exposé sur des émetteurs à haut rendement qui sont dans le compartiment des B ou moins. Et c'est là-dessus où on va montrer un petit peu notre savoir-faire et qu'on va piocher des titres présentant des couples rendement-risque attractifs. S'agissant de la nature des sous-jacents, alors on a un peu moins d'hybride par définition, puisqu'on cherche à s'exposer davantage sur des émetteurs sur la frange un peu plus basse en rating, et on a une majorité d'obligations classiques, tout en ayant une part d'obligations convertibles qui reste contenue à 8,4% à date. Par pays, on a à peu près le même raisonnement que pour Sunny Opportunité 2022, c'est-à-dire qu'on a privilégié, si vous voulez, la France et l'Allemagne pour les mêmes raisons que celles que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et derrière, on retrouve de l'Italie pour 10% et du UK pour 8,5%. S'agissant de la ventilation par secteur, alors on a toujours ce gros socle de consommation non cyclique. On a en deuxième exposition de la consommation cyclique pour 18%, ce qui s'explique essentiellement par le fait qu'on aille chercher des dossiers bond picking, donc des dossiers un peu plus high bêta qui réagissent un peu plus à la consommation discrétionnaire de la population. Et puis, en troisième point, on a toujours ce socle de communication pour un peu moins de 11%. Alors, vous voyez sur ce graphique qu'il y a une exposition financière pour 10,56%. Alors, c'est un abus de langage de la part des secteurs donnés par Bloomberg, puisqu'en réalité, il n'y a pas de banque dans Sunny Opportunité 2022+. Par contre, il y a un positionnement sur de l'immobilier, au travers essentiellement de Arenton, qui est noté en investment grade, et au travers du premier promoteur immobilier français, en l'occurrence Nexity. Alors, Kevin, avant de rentrer dans le détail et donner quelques exemples, il y a quelques questions sur ce qui est à l'intérieur des fonds en termes de produits autres que ces produits-là. Alors, je vais y répondre parce que ce sera plus simple. Globalement, oui, il n'y a pas de… Ce qu'on fait chez Sunny, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que là, on a vu tout à l'heure avec du UK, toutes les obligations dans lesquelles on investit sont des obligations qui sont émises en euros. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun risque de change, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de produits effet de levier, il n'y a pas de tous ces produits-là un peu complexes. Donc, c'est du vrai portage obligataire avec des obligues qui sont émises en euros sans risque de change, avec des souches en moyenne autour de 600 millions d'euros. Donc, il n'y a pas c'est vraiment un vrai fonds obligataire de portage simple et lisible comme on l'a toujours fait. Donc, pas de notion de change particulière.
Voilà pour répondre à cette question-là que plusieurs peuvent se poser. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de quelques exemples à la fois en titre investment grade et en titre high yield pour qu'on voit un petit peu la nature de dossier qu'on aime bien et que tu as choisi à l'intérieur du fonds. Oui, absolument. Ouvrons le capot et puis regardons ce qu'il y a dedans. Alors, en investment grade, on vous a mis comme premier exemple une hybride corporate. En l'occurrence, le chimiste Solvay qui a émis il y a quelques années une dette hybride qui présente un call en 2021 et sur lequel est attaché un coupon de 5,118%. Pour un émetteur qui est noté en investment grade avec une structure BB+ sur ce titre subordonné. On est aujourd'hui aux alentours de 3,30% de rendement au call, ce qui nous semble être un rendement intéressant. Alors, Solvay, en deux mots, qu'est-ce qu'on aime bien dans cette boîte? C'est la qualité fondamentale du dossier, puisque globalement, sur le premier trimestre 2020, on avait une boîte qui générait un peu plus de 200 millions d'euros de free cash flow et on avait une structure bilancielle qui était globalement contenue à 2 fois sur le ratio dette nette sur EBITDA. Ça, c'est le premier point des fondamentaux qui nous semblaient de qualité. Et le deuxième point, c'est les facteurs techniques du papier qui sont globalement très intéressants, puisqu'aujourd'hui, Solvay pourrait tout à fait venir réémettre une nouvelle dette hybride sur laquelle elle paierait sans doute entre 3 et 3,50% de rendement sur une échéance 2026-2027 au call. Donc, on comprend bien qu'elle pourrait faire une économie sur la charge d'intérêt par rapport à la dette hybride que nous avons sous les yeux. Et donc, on pense que ce sous-jacent est un sous-jacent sur lequel on a une optionnalité de remboursement au call qui est globalement très élevée, puisque l'émetteur sera en capacité de se refinancer à moindre coût. Donc ça, c'est pour les facteurs positifs. Les facteurs à surveiller, on est sur de la chimie, donc par définition, on reste quand même sur un secteur cyclique. Ça explique d'ailleurs peut-être pourquoi la société a souhaité suspendre ses objectifs pour l'année en cours. Donc, sans que cela ne remette en cause la qualité intrinsèque du dossier, simplement, le management est un peu plus prudent. On sait qu'on est sur de la cyclicité avec ce chimiste, mais on reste quand même sur une boîte aux fondamentaux globalement très bons. Et donc, on pense que c'est un bon véhicule pour capter un peu plus de 3% de rendement à maturité 1 an, finalement. Et donc, on est assez confortable avec cette Solvay. Le deuxième exemple qu'on a voulu vous donner aujourd'hui, c'est une autre hybride corporate, puisque vous avez vu que la part des hybrides était quand même une composante importante dans les deux fonds. Et on le fait aujourd'hui au travers de la Volkswagen 2,7% Call 2022, un titre qui est noté BBB- avec une maison mère qui est en BBB+. On est sur un niveau de rendement aux alentours de 3,5% au call, donc plutôt un rendement attractif, d'autant que si on regarde Volkswagen précisément, on est sur le leader mondial, mais surtout, quand on regarde le bilan à la fin du premier trimestre 2020, on s'aperçoit que ce groupe-là présente une solide position en trésorerie, puisqu'ils avaient un peu plus de 28 milliards d'euros qui nous semble être suffisamment important pour à la fois absorber les effets du lockdown et à la fois absorber les éventuels cash burn qui seraient liés à un marché du neuf qui serait un peu plus déprimé dans les prochains mois. Ça, c'est pour la partie fondamentale. Et sur la partie technique, Volkswagen est un émetteur très important sur le compartiment des hybrides corporate. Ils ont une dizaine d'obligations hybrides dans le marché. Aujourd'hui, Volkswagen pourrait tout à fait réémettre une nouvelle dette hybride 6 à 7 ans sur lequel elle paierait peut-être 2 à 2,25% de rendement. Donc, elle ferait un gain économique et en plus, elle enlèverait un risque réputationnel de non-call. Donc, on est globalement très confortable quand même avec ce titre à 3,5 de rendement. Et puis, le point à surveiller, c'est la cyclicité et
la faiblesse, on va dire, du marché du neuf sur les prochains mois. Ça, c'est pour la partie exemple en investment grade. On vous a mis deux autres exemples, cette fois-ci plutôt sur le compartiment du haut rendement. Alors, le premier exemple qu'on a souhaité vous donner aujourd'hui, c'est un groupe qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Autodis. On est sur le leader de la distribution de pièces détachées pour les véhicules automobiles. Autodis a plusieurs obligations qui maturent en 2022. Nous, on s'est concentré sur la taux fixe, la 4,375% 2022, qui est notée B- et qui affiche un rendement aux alentours de 6,5 à maturité. On aime beaucoup ce groupe-là parce que on pense que c'est un bon moyen de s'exposer en fait au Covid. Alors pourquoi tout simplement, on pense chez Sony que la population, notamment européenne, puisqu'on parle d'un groupe qui est leader en Europe, on pense que la population européenne va privilégier, au moins à court terme, les déplacements avec leur véhicule personnel plutôt que d'emprunter les transports en commun. Et donc, dans cette hypothèse où on va utiliser davantage son véhicule personnel, eh bien, il faut l'entretenir, il faut faire la révision classique, il faut que le véhicule soit en état de fonctionnement. Et donc, Autodis est pleinement placé sur ce compartiment-là. Donc, c'est un investissement pour s'exposer au Covid. Le groupe bénéficie d'une position en cash qui est largement suffisante pour absorber les éventuels besoins de fonds de roulement parce que ils ont à peu près 173 millions d'euros de cash en banque. Et puis, c'était assez intéressant puisque la semaine dernière, le management a communiqué, a fait un trading update. C'était assez amusant de voir en fait que le groupe, si vous voulez, au mois de mai, le groupe a enregistré une activité très forte dans leurs différents garages. Et en fait, on voit bien la reprise en V dans le segment, c'est-à-dire qu'au mois de mai, ils ont vraiment dégagé beaucoup de cash. Et ça donne un petit peu de consistance et ça illustre notre façon de voir le dossier en tout cas de notre point de vue. Donc, on pense que l'amélioration des indicateurs de performance, les fameux KPI, vont s'améliorer sur les prochains mois et on pense que ça va être un élément déterminant pour permettre à cette entreprise de venir refinancer cette dette obligataire qui mature quand même en 2022. Il y a 812 millions d'euros de dette à refinancer, mais on pense que les KPI vont quand même s'améliorer sur les prochains mois et donc la société va être en mesure de présenter une structure comptable et un profil bilanciel suffisamment sexy pour refinancer cette dette, tout en gardant à l'esprit qu'on est quand même sur du B-. On est avec un ratio dette nette sur EBITDA qui était à 4,5 fois avant la crise. Donc, on est sur des profils leveragés, mais on est sur des vraies histoires crédits où la top line peut être vraiment dynamique et sur laquelle on a une robustesse des marges. Donc, globalement, on est très confiant et on pense que c'est l'un des meilleurs couples rendement-risque aujourd'hui dans le marché sur Autodis. Le deuxième exemple qu'on a souhaité vous présenter aujourd'hui, c'est Quadrillon. Alors là, on est sur un tout autre secteur. On est sur un secteur défensif par construction. On est sur le secteur de la santé. Et on est sur une société italienne qui a une dette qui mature en 2022, qui a un coupon de 3%, un titre noté single B, et qui offre une rémunération aux alentours de 6,3%. C'est une société qu'on aime également beaucoup chez Sony. Alors, on est sur un marché de niche, on est sur un producteur de plasma sanguin. C'est un domaine globalement très porteur. Ils ont fait une croissance de chiffre d'affaires sur le premier trimestre qui était de l'ordre de 17%. Donc, on est quand même sur des niveaux soutenus. On pense que la société, en 2020, va être en capacité de réaliser un free cash flow positif de l'ordre d'une quarantaine de millions d'euros en projection. La boîte a une liquidité qui est globalement adéquate pour assurer les éventuelles variations de besoins en fonds de roulement. Et le profil d'endettement du groupe reste quand même contenu. On a un ratio de dette nette sur EBITDA de l'ordre de
de 3,6 fois. Donc, on a quand même une boîte dans un secteur défensif qui croît structurellement, sur lequel le bilan est globalement bon et pour lequel on est rémunéré plus de 6% de rendement. Donc, on est assez confortable en gardant quand même à l'esprit qu'il y a une dette à refinancer en 2022, que la société va devoir quand même confirmer sa capacité à générer du cash en 2020 et en 2021, et que la politique de dividende reste quand même un sujet pour nous, même si je modère quand même ce dernier point dans la mesure où c'est une entreprise qui est suffisamment importante pour le tissu économique italien. Et d'ailleurs, le FSI italien détient une part importante du capital de Kedrion. Donc, on pense quand même qu'il y a un soutien actionnarial implicite dans ce dossier. Voilà pour les deux exemples dans le compartiment du high yield. Je repasse la parole à Christophe pour la conclusion. Bon, merci beaucoup, Kevin. Et, évidemment, c'était très instructif et ça montre bien, en tout cas, pour ceux qui connaissent pas Kevin, moi qui le côtoie au quotidien, ça montre bien que voilà, il y a un vrai savoir-faire chez nous, au-delà du savoir-faire de Jacques que vous connaissez tous, mais voilà, on a d'autres savoir-faire et Kevin en est le très bon exemple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de gestion obligataire, a fortiori avec la crise qu'on est en train de vivre, prend un peu un tournant, et ce tournant, il est vraiment dans la sélection de dossiers. Et notre travail se rapproche de plus en plus d'un travail de stock picker action. Vous connaissez historiquement sur les micro-caps. Là, on s'aperçoit que ce qui va faire la différence aujourd'hui dans l'univers dans lequel on est, c'est la sélection des titres. Et c'est là-dessus qu'on a essayé de mettre l'accent. Et c'est aussi pour cela qu'on a voulu, bien évidemment, vous illustrer avec ces exemples-là. Alors, des exemples, il y en a pléthore et plein d'autres. Pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, n'hésitez pas à nous appeler, ou Blaise, ou moi, qu'on fasse aussi un call plus précis avec Kevin si vous souhaitez. Donc, mais on s'aperçoit que voilà, aujourd'hui, il y a un vrai savoir-faire à l'intérieur de ces fonds. Alors, pour conclure, globalement, on va redire quelques points qui sont des points que vous avez déjà entendus sur l'offre, mais pour refiger deux, trois idées sur, voilà, ce sont des vrais fonds datés, vous avez bien compris, qui sont simples et lisibles. Donc on l'a dit, il me semble que le timing est plutôt opportun. Il reste un mois pour souscrire. Les niveaux de taux embarqués sont plutôt sexy, c'est plutôt simple, c'est que des obligations d'entreprise émises en euros. On revient sur ce qu'on a dit, il n'y a pas de risque de change, pas de couverture, pas de CDS, pas de produits dérivés. Donc un portefeuille qui se construit autour d'une cinquantaine d'émetteurs. Et d'ailleurs, il y a une des. Maintenant, on va répondre à vos quelques questions pour terminer. Il y a une question qui se pose sur l'argent qui va rentrer. Alors Kevin, je te repasse la main pour répondre aux questions que je vais te poser. Une des questions qu'on nous pose, c'est sur l'argent qui va rentrer aujourd'hui. Est-ce qu'on va augmenter la granularité du portefeuille, c'est-à-dire est-ce qu'on va continuer d'acheter des nouvelles lignes ou est-ce qu'on va plutôt renforcer celles qui existent aujourd'hui? Donc ça, c'est une première question. Et je reprends la main après pour les questions. Oui, effectivement, le travail de ramp-up n'est pas terminé sur les deux fonds. Je vous ai dit, il y a 42 lignes aujourd'hui dans Opportunité 2022 et 43 lignes dans Opportunité 2022+. L'objectif pour les deux fonds, c'est quand même d'atteindre une granularité entre 45 et 50 lignes dans ces deux portefeuilles. Alors, elles vont se faire au gré des opportunités de marché. On les a déjà identifiées. Donc maintenant, c'est simplement une question de market timing. Mais effectivement, les encours qui vont potentiellement arriver dans les prochains jours et dans les prochaines semaines vont être investis sur de nouveaux titres, ce qui va nous donner vraiment une granularité et une situation beaucoup plus confortable sur cet aspect-là. On vous a également fait un petit sondage. Donc pour ceux qui veulent répondre, évidemment, vous êtes les bienvenus. Un petit sondage sur savoir qu'est-ce qui attire le plus votre attention. Est-ce que c'est le 22? Est-ce que c'est le 22+? Est-ce que c'est les deux? C'est intéressant d'avoir votre retour et dans 3 minutes, je vous dirai, une fois que tout le monde aura voté, je vous dirai un petit peu quel est le ressenti d'à peu près tout le monde. La question qui se pose, alors, on va y répondre assez rapidement aussi sur parce que c'est vrai qu'il y a un vrai sujet sur cette histoire de défaut. Alors, je vais faire une partie de la réponse et je resterai la main à Kevin pour la deuxième partie. Aujourd'hui, évidemment, construire un portefeuille obligataire avec une maturité courte, c'est-à-dire 2022, dans l'univers dans lequel on vit, avec déjà une vision de la crise qui existe, c'est bien plus facile que de le faire en janvier. Si on avait conçu ces portefeuilles-là en janvier, le discours eût été certainement un petit peu différent parce que certaines des entreprises qu'on aurait choisies en janvier sans la connaissance de ce qu'on vient de vivre, le portefeuille eût été différent. Là, aujourd'hui, l'avantage que l'on a, c'est qu'on a une connaissance, bien évidemment, des actions banques centrales et des États et une vision de la crise sur certains secteurs, certains pays et certains modes opératoires. Donc, évidemment, c'est plus facile aujourd'hui quand on dit que le timing est bon
oui, il nous semble que le timing est bon parce qu'on a eu de la chance d'avoir des fonds agréés au bon moment. Il faut un peu de chance de temps en temps avec une période de commercialisation qui tombe au moment de cette crise et donc avec une visibilité pour l'équipe de gestion qui est un peu plus confortable. Et ça, c'est une question sur laquelle, si tu veux rajouter quelque chose, Kevin, sur les défauts potentiels de portefeuille de cette Oui, nature-là. globalement, le timing était opportun. Alors, sans que cela ne présage d'un peu de volatilité dans les marchés financiers, on a bien compris qu'on était administré désormais. Donc, on est globalement dans un corridor. Donc, un gros choc de volatilité, on n'y croit pas trop. Après, on reste quand même sur une matière vivante, donc ça peut évoluer dans un certain corridor. Mais globalement, on reste ici sur 2 véhicules à maturité courte sur lesquels quand même on a les managements qui ont pas mal communiqué sur leur niveau de cash et où ils allaient atterrir. Alors, ça reste quand même sujet à l'évolution de cette question de Covid-19. Hein. Naturellement, ça peut évoluer, mais on va dire qu'aujourd'hui, on a fait notre casting en ayant en main les niveaux de cash et où on allait atterrir à peu près sur l'ensemble de ces entreprises. Donc, on est quand même beaucoup plus confortable que si on l'avait fait il y a quelques mois, effectivement. Ok, parfait. Bah, écoutez, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions, un groupe de questions. Hein. Je n'ai pas répondu à toutes, mais groupes de questions qui se sont posées. Alors pour terminer le résultat du sondage, alors c'est assez intéressant parce que on a posé la question. Alors on avait lancé volontairement 2 fonds hein, parce qu'on imaginait que ça intéressait 2 typologies de clients différents. Et globalement, on est sur des résultats alors qui sont de 60-40 et 60% pour la partie 2022 plus. Donc ça veut dire qu'on imagine qu'il y a peut-être une plus grande traction, en tout cas pour certains clients, pour aller chercher un peu plus de rendement. Et c'est sûr qu'avec la qualité de la sélection de dossiers qu'on va faire aujourd'hui, ça peut avoir du sens pour aller chercher des typologies de rendement un peu supérieures. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, merci du temps passé avec nous, et puis j'espère un prochain webinaire qu'on organisera avant les vacances d'été sur une thématique un petit peu différente, mais j'espère que ça intéressera de la même façon. Merci pour votre attention et je vous dis à bientôt. Merci à vous.